Face Occitanie, parce que l'insertion et l'inclusion est le maître mot d'une meilleure inclusion en Occitanie, c'est le maître mot de la présidente d'Elga. Et en tout cas, on essaye d'être à vos côtés, et vous l'avez vu par le passé. Moi-même, qui est la délégation du handicap et de l'inclusion, je suis engagé dans le monde du handicap et de la réinsertion, puisque je suis président aussi de Cap Emploi pour le Gard et les Pyrénées-Orientales. Voilà, ben écoutez, on va suivre avec beaucoup d'attention tous vos travaux. Et avec nos équipes, nous allons essayer de vous accompagner au mieux. Merci. Hop, merci beaucoup à vous. Effectivement, merci de votre soutien qui a été précieux pour nous permettre de penser ce projet à l'échelle de l'Occitanie. On va en dire un mot de contexte, Méline, si tu veux bien. Bon, évidemment, l'Occitanie n'échappe pas aux données statistiques nationales qui font que les personnes en situation de handicap accèdent 2 fois moins à l'emploi que les personnes non reconnues qualité travailleur handicapé. Hein. Les statistiques de l'emploi montrent qu'il y a 2 fois plus de demandeurs d'emploi qui sont en situation de handicap que non. Et de notre côté, nous avons des réseaux d'entreprises engagées. Les clubs FAS sont des associations, la 1901, qui sont des clubs d'entreprises qui ont souhaité s'engager contre toute forme de discrimination, qui souhaitent faire mieux, trouver des solutions, y compris innover, puisque c'est sur ces sujets d'handicap, ça fait des années que toutes les entreprises y travaillent. Et l'objectif de ce projet était à la fois d'identifier les solutions existantes, y compris quand elles sont méconnues, et puis aussi de creuser pour imaginer d'autres pistes pour mieux partager les bonnes pratiques et aller plus loin sur l'inclusion des personnes en situation de handicap dans tous les moments de la vie en entreprise. Pour démarrer cette matinée, je vais céder la parole à Gaëlle Albaric, la directrice de FAS Aude. Oui, bonjour à tous et toutes. Alors, dans l'Aude, comme dans tous les autres clubs, nous avons donc organisé donc, un webinaire sur la partie recrutement. Je ne vais pas m'appesantir dessus parce qu'il y aura une autre présentation sur cette thématique et on va se concentrer sur le focus thématique que nous avons déployé dans 2 groupes de travail avec le groupe d'entraide mutuelle de Narbonne et 2 entreprises, Aura et la page Aude, sur les handicaps psychiques. Avec un postulat de départ, toute personne est unique. Et donc, pour retranscrire les échanges de ce groupe de travail, Stéphanie Derbini, qui est référente santé, handicap et diversité à la page Aude, qui a participé à ce groupe de travail, a accepté de jouer le jeu de l'interview. Donc, bienvenue Stéphanie. J'espère que vous m'entendez bien. Et donc, on va démarrer. Pourquoi ce postulat de départ? Toute personne est unique. Alors, bonjour à tous. En fait, il y a vraiment 2 points forts importants. C'est un basique depuis la loi 2005, c'est qu'on n'est pas handicapé en fait, mais on est en situation de handicap. Et ça change tout et encore plus professionnellement. Ça veut dire que suivant dans le milieu dans lequel je me trouve, je pourrais avoir une compétence X niveau experte et dans un autre milieu, à un autre moment, la même compétence X complètement inopérante. Et pourtant, dans un milieu favorable, la compétence est bien présente et opérante. Le deuxième point important, c'est avant d'être en situation de handicap, atteint de troubles psy par exemple, on est une personne et toute personne est unique. Quand j'ai travaillé avec ce groupe, je ne me suis pas dit je vais au GEM rencontrer des troubles psy. Je me suis dit ah tiens super, je vais effectuer un travail avec des personnes et je suis venue rencontrer des personnes et j'ai rencontré des personnes qui avaient des vraies choses à dire. Et donc, les handicaps psychiques, alors pour n'en citer que quelques-uns, on parle de les troubles schizophréniques, les troubles bipolaires, les troubles obsessionnels compulsifs. Est-ce qu'il faut les nommer en situation de travail? Alors, je ne sais pas s'il faut les nommer,
Je sais que la société, en fait, elle véhicule encore trop de préjugés négatifs. Alors, on voit des pubs à des horaires de grande audience où on voit une personne atteinte de schizophrénie qui voit pleuvoir des grenouilles, ou alors des reportages sur, pareil, des personnes atteintes de schizophrénie orientées SAVS, milieu protégé. En fait, pour moi, c'est pas représentatif des troubles psy. Il y a beaucoup de personnes qui ont des troubles psy avec une intelligence normale, voire supérieure. En fait, cela n'a rien à voir. Une personne atteinte de troubles psy peut déclarer sa maladie très tard. En fait, ça laisse le temps de faire des études, parfois des études supérieures, de se former, d'acquérir de nombreuses compétences professionnelles et en fait, une fois stabilisé, d'être tout à fait compétent, parfois même expert dans son domaine en fait. Et encore une fois, il y a autant de troubles psy que de personnes atteintes de troubles psy, mais ça s'applique à tous les handicaps. Et en fait, à mon sens, nommer au travail le handicap, c'est prendre le risque d'enfermer, de rejeter. Et je pense qu'il faut aussi laisser le choix à la personne de nommer ou non et de choisir avec qui elle le nomme ou pas. Et dans l'inconscient collectif, qu'est-ce qui fait peur quand on parle de schizophrénie, par exemple? Alors, quand on cherche à comprendre la vraie problématique de travailler avec une personne atteinte de troubles psy, la vraie question, en fait, c'est ça, c'est qu'est-ce qui fait peur? Et quand on creuse, on se rend compte que c'est encore qu'une question de représentation et de préjugés. Une décompensation dans le sens passage à l'acte, faire du mal à autrui ou se faire du mal sur un lieu de travail. Je pense que ça n'arrive pas comme ça, en fait, lorsqu'une personne est stabilisée, ce n'est plus censé arriver. Et quand bien même il y aurait des signes avant-coureurs, en fait, qu'une équipe ou une hiérarchie bienveillante aurait décelé si elle est attentive et si elle est formée à la particularité de la personne. Je pense d'ailleurs qu'un expert qui viendrait faire une sensibilisation à tel ou tel handicap donnerait ses clés de lecture. Et en plus, la personne elle-même, elle peut vous donner ses clés de lecture. Je crois qu'il faut vraiment remettre en perspective et se dire, mais qu'est-ce qui pourrait arriver? Et en fait, je crois qu'à vous, à nous, mais pas grand-chose. Il faut aussi se dire que tout salarié passe devant la médecine du travail avant d'embaucher. Et je pense que la médecine du travail, si elle dit apte au poste, c'est que la personne est apte et elle ne prendra pas le risque de mettre le salarié ou le collectif de travail en danger, mais quel qu'il soit. Dès lors, je pense que les craintes issues de préjugés peuvent être facilement balayées. Après, je veux aussi rappeler, il faut rappeler que le handicap psychique, ça ne signifie pas un aménagement des capacités intellectuelles. Il y a beaucoup de belles réalisations dans beaucoup de domaines qui sont produites par des personnes qui sont atteintes de troubles psy. Et en fait, plus qu'on ne le pense, et certainement, d'ailleurs, en tant qu'employeur, on a probablement eu dans ces équipes des personnes avec des troubles psy, on ne les a jamais vues. Et en fait, ça peut être une vraie force et une vraie richesse pour l'entreprise et pour les collègues. En entreprise, ce qui doit seulement nous intéresser, c'est les répercussions, les particularités de la personne. Alors, ça peut être au point de vue de difficulté, les répercussions, donc le bruit, par exemple le travail en open space, une lumière vive, les changements réguliers de rythme de travail, peu ou beaucoup d'interactions avec l'équipe, les clients, l'hypersensibilité. Mais ça peut être aussi les répercussions pour des forces et des compétences que la personne aurait acquises grâce en fait à sa différence, comme une vision des situations différentes, des pensées en arborescence, des hypersensibilités qui seraient très positifs en milieu de travail. D'accord et d'après vous et de ce qu'on a vu en atelier, quelles sont les pratiques RH, qui peuvent faciliter, la vie de tout le monde, salariés et employeurs? Alors, pour moi, il y a un essentiel, c'est compétences. Je réfléchis à mon besoin, je recherche des compétences. C'est le point de départ et c'est vraiment voilà, je dois m'attacher à ça. Les compétences, qu'est-ce que j'ai besoin en compétences? Ça doit être vraiment mon point de départ. Dès que j'ai défini toutes mes compétences, je liste les contraintes du poste et les aptitudes recherchées. Ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à peu faire et c'est vraiment très important. Les aptitudes et les contraintes. Je les affiche dans l'offre d'emploi. Je montre que je suis une entreprise ouverte à la diversité dans l'offre et qu'à compétences égales, toutes les candidatures sont étudiées et que le poste peut faire l'objet d'aménagements. Pour la diffusion, je diffuse dans les réseaux, Pôle emploi, Cap emploi, mission locale, site internet, réseaux sociaux. Et le petit plus, lorsque j'invite des candidats en entretien, ça serait de demander s'il y a des besoins particuliers pour que l'entretien se passe au mieux.
créneau horaire, ambiance, luminosité, temps de concentration. Y a-t-il des besoins particuliers? Après, lors de l'entretien, en aucun cas, je dois évoquer la pathologie. Je ne cherche pas à avoir des renseignements dessus et surtout, si la personne cherche à m'en donner, ce qui arrive souvent, je lui explique qu'ici, l'important, ce sont, si vous avez suivi, les compétences, les aptitudes et les contraintes et qu'il faut évoquer le sujet en ce sens, en fait. Et en cours ou avant la fin de l'entretien, je n'hésite pas à reposer la question. D'après vous, au vu du descriptif de poste et de nos échanges, afin d'être dans les meilleures conditions de travail, du coup, au vu de pouvoir exercer les compétences attendues et que vous venez de nous démontrer en entretien, est-ce qu'il y aurait des aménagements, des moyens de compensation à mettre en place? Bien revenir dessus, en fait. D'accord, et donc l'entretien passé, on recrute et les pratiques au moment de l'intégration, est-ce qu'il y a des propositions côté, management? Moi, je pense qu'il ne faut pas forcément attendre d'intégrer des personnes en situation de handicap pour réaliser des sensibilisations. Ça serait se mentir que de croire que tout va bien se passer comme ça, quand on accueille une personne différente. Mais la meilleure chose qui vient à bout des peurs et des incompréhensions, à mon avis, c'est la connaissance. Donc, il est nécessaire de former l'équipe proche, la hiérarchie, etc. Mais c'est bien de le faire en amont de temps en temps, choisir un thème, sensibiliser, d'avoir une vraie politique de communication pour lutter contre les ignorances liées au handicap, notamment les troubles psy, les troubles neurodéveloppementaux, enfin, tous les handicaps invisibles. Après, il y a une autre question, et c'est une vraie question. On en revient à l'idée de départ. Est-ce qu'on doit d'entrée sensibiliser et du coup coller malgré nous une étiquette avant même que l'équipe ait pu découvrir la personne en tant que personne, ou doit-on laisser le temps aux personnes le temps de se découvrir au risque de créer des malentendus et des tensions? Donc, je pense que l'on peut trouver des outils qui permettent de répondre au fait que moi, nouveau salarié en situation de handicap, j'ai pas envie d'être présenté intégré via mon handicap. Et à contrario, que l'embauche échoue parce que mon employeur n'a rien, moi, employeur, je n'ai rien fait. Donc, il y a un outil à l'écran là qui s'affiche. C'est, alors moi, je l'ai appelé la Gap Card. Quand j'ai fait la mienne avec une neuropsychologue, celle que vous voyez à l'écran, j'ai voulu lui donner un nom neutre parce que c'est vrai que c'est souvent, voilà, carte du handicap, carte des particularités. En fait, c'est une carte des particularités d'une personne, qu'elle soit en situation de handicap ou non. C'est en fait créer une petite affiche avec les particularités qui pourraient, à un moment donné, poser problème dans la relation de travail ou dans la relation entre collègues. En fait, le but, c'est que cette gap card, elle soit mise en œuvre par toute l'équipe qui accueille une nouvelle personne, mais qu'elle soit en situation de handicap ou pas. Et cela laisse aux salariés en situation de handicap la possibilité d'exprimer ses particularités sans trop avoir l'étiquette handicap, et que aussi l'équipe, elle lui exprime les siennes. Si l'employeur instaure cela dans son recrutement et ses équipes, pour le coup, on est vraiment hyper inclusif sans s'attacher forcément trop à l'étiquette du handicap. Et puis après, plus tard, ça peut venir une sensibilisation. Voilà. À mon sens, c'est une pratique bienveillante et qui fait tomber les préjugés. Et on voit alors seulement des personnes avec des besoins et des particularités. Mais handicap ou non, en fait, tout le monde peut avoir des particularités et des besoins. Et donc cet outil qui est très simple donc à mettre en place, qui coûte pas grand-chose non plus. Ça, c'est le côté management et côté organisation du temps de travail, on en a beaucoup parlé depuis le confinement. Il y a un point qui a été abordé lors des ateliers, c'est la question du télétravail. Oui, alors c'est vraiment, s'il y a une chose positive due à la crise Covid, c'est ça. Avec cette nouvelle forme de travail qui devient vraiment accessible et envisageable pour de très nombreuses entreprises, en fait, il y a une porte qui s'ouvre un peu plus grande sur la possibilité d'inclure dans nos organisations des personnes très compétentes, mais dont les troubles font qu'elles se retrouvent dans nos environnements de travail actuels, encore trop souvent en situation de handicap. Je pense entre autres, mais pas que, aux personnes avec des troubles psy ou des troubles neurodéveloppementaux, les TSA, les TDAH, etc., pour qui la société qui est bruyante, surstimulante, agitée, pose une réelle situation de handicap et de grande fatigabilité et qui peut être amoindrie, soulagée, compensée dans un autre environnement de travail.
Je veux vraiment faire passer ce message que le télétravail, c'est un véritable outil d'inclusion, vraiment. Une vraie réponse et une vraie chance. Et il peut vraiment faire que les situations de handicap se réduisent et qu'on puisse tendre vers une société qui s'attache aux compétences et s'enrichit des différences en faisant au travail des atouts majeurs. En ressources du webinaire, vous trouverez un document de l'Agence nouvelle des solidarités actives. C'est un document qui a été co-rédigé avec des personnes concernées et des professionnels de l'accompagnement qui partagent des ressources et pratiques pour accompagner la mise en place du télétravail de manière générale. Donc ça, c'est la partie 1 du document, mais aussi en fonction des situations de handicap vécues. Donc c'est la partie 2 et c'est la plus intéressante en fait. C'est cette partie où il y a un petit résumé voilà, du handicap et puis qu'est-ce que peut apporter le télétravail, le point fort, les points de vigilance. Il est assez bien fait. Ça peut aussi être ce guide ou ces fiches, un point de départ à une discussion avec une personne concernée. Ah ben tiens, regarde ce que j'ai trouvé, qu'est-ce que tu en penses, le télétravail, toi, etc. C'est un document qui est libre de droit. Les fiches peuvent être prises séparément. C'est vraiment assez bien fait. Donc, je vous ai mis, j'ai profité de vous mettre le lien vers ce guide, alors qu'il peut paraître, il y a 60 pages ou 70 pages. Mais comme le disait Stéphanie, dans la partie 2, c'est vraiment fiche par fiche. Vous en avez un exemple donc pour le télétravail avec un trouble psychique. C'est un recto verso. Donc, vous pouvez prendre fiche par fiche en fonction du handicap pour avoir des solutions concrètes. Peut-être une petite conclusion, Madame D'Herbigny, avant de passer la parole à nos collègues. Alors, comme vous l'avez compris, en fait, on s'attache à la compétence. On doit vivre, penser en tant qu'employeur, compétence. Et je pense que c'est ça qui peut aussi, des fois, nous permettre de nous sortir de certaines situations, s'attacher à la compétence. Après, ne pas avoir peur de communiquer avec son ou ses salariés et de donner les clés à tous et toutes pour mieux travailler ensemble. Après, vouloir inclure, accueillir des personnes différentes et particulières, c'est vraiment un vrai travail et ce serait se leurrer que de croire que parce qu'on le décide et qu'on le dit, cela va se faire facilement, d'autant plus autour des handicaps invisibles, troubles psy, troubles neurodéveloppementaux, handicaps invisibles. En fait, je pense que ça demande vraiment beaucoup d'abnégation et de travail sur soi. Ça demande de se remettre en question, de remettre en question sa vision du monde professionnel et ses croyances, d'accepter que l'autre, dans sa différence, il vous bouscule, d'accepter de savoir faire taire parfois, souvent, son ego, d'accepter qu'un aménagement de poste, parfois, au départ, ça va heurter vos convictions profondes. Et après, je pense qu'une fois la phase de déstabilisation passée, une fois les peurs balayées, on se rend compte que c'est une vraie richesse et un vrai atout que d'accueillir les différences et que de les laisser s'exprimer sans vouloir les contraindre à une normalité. Et qu'un vivre ensemble est possible et surtout, ce qui est très important en tant qu'employeur, qui peut mener à de vraies performances d'équipe et de vraies réussites qui auraient été moins probantes sans cette hétérogénéité. Merci beaucoup. Je propose, alors je ne sais pas en termes de timing, est-ce qu'on propose, s'il y a des questions, de les mettre dans le chat, tout à fait. Puis on y reviendra en fin de webinaire. Je pense, je vois quelques applaudissements qui arrivent. Je pense qu'effectivement, on peut vous applaudir et vous remercier à la fois pour la force de votre témoignage et puis pour les outils que vous avez développés. Merci beaucoup. On va poursuivre sur la neurodiversité. Je vais donner le bâton de parole à Bénédicte de FACE Tarn-Aveyron, Bénédicte Castellas, la directrice. Bonjour à toutes et tous, merci Caroline. Donc nous, pour le département de l'Aveyron, nous avons choisi de nous intéresser à la thématique du handicap mental. Juste quelques mots, et je parle sous le contrôle de monsieur Alain Mouli, avec qui nous avons beaucoup travaillé sur le projet et qui interviendra sur la prochaine slide. Ce handicap, en fait, surgit souvent dès la naissance, mais peut être également le résultat d'un accident au cours de la vie. Cette déficience mentale, en fait, peut entraîner des fragilités sociales et de dépendance très difficiles qui peuvent parfois se traduire par des difficultés de réflexion ou de communication ou de conceptualisation pour s'insérer professionnellement. Donc nous avons choisi de nous pencher sur les différents types d'accompagnement
que peuvent bénéficier les travailleurs et les travailleuses et, en situation de handicap mental et des entreprises dans l'inclusion en milieu ordinaire. Donc, pour s'enrichir de cette thématique et lever les freins pour favoriser la qualité de vie et une meilleure inclusion de ces travailleurs et travailleuses en milieu ordinaire, nous sommes entourés donc nous avons travaillé avec 2 structures expertes dans le département de l'Aveyron. Donc la Fondation Optéo qui est représentée aujourd'hui par Monsieur Alain qui est donc le directeur du pôle accompagnement à la vie professionnelle. Donc merci Monsieur Mouli d'avoir répondu présent à cette matinale. Et j'excuse aussi Madame Sonia Morel qui est la directrice de Cap Emploi sur le département de l'Aveyron. Voilà, pour continuer sur ce travail, je vais laisser la parole à Marion, qui est notre chargée de mission sur notre club, et donc qui a été en charge d'organiser le webinaire qui s'est déroulé le 17 novembre, ainsi qu'un groupe de travail voilà, qui s'est passé sur 2 séances. Voilà, je te laisse la parole, Marion. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, comme l'a dit Bénédicte, le 17 novembre, nous avons mis en place un webinaire donc, avec la Fondation Optéo et Cap Emploi, donc à destination des entreprises et des travailleurs, travailleuses en situation de handicap mental. L'idée en fait c'était que premièrement de définir le handicap mental ainsi que la prestation d'appui spécifique qui est proposée et sous-traitée par Cap Emploi sur le département de l'Aveyron. Ensuite, on a la Fondation Optéo qui a pu présenter les dispositifs d'accompagnement en fait, des travailleurs en situation de handicap mental, mais aussi d'accompagnement des entreprises qui peuvent être proposées par un ESAT dans la transition d'un milieu protégé au milieu ordinaire. Donc voilà, en fait, ce webinaire, il avait vraiment pour vocation de présenter ces dispositifs-là qui existent sur le territoire et qui sont peut-être méconnus, soit des travailleurs, soit des entreprises en besoin de recrutement. Et donc, ce webinaire, il a été appuyé par 2 témoignages, donc l'entreprise Nutergia, qui est basée sur Cap-de-Nac, qui a eu recours au détachement très régulièrement, et l'entreprise Durand Peinture, qui a également qui a eu recours au détachement et qui, grâce à cette prestation proposée par l'ESAT, a pu embaucher un salarié donc en contrat CDI. Qui lui aussi, du coup, ce salarié qui a pu témoigner un peu des difficultés qu'il avait pu rencontrer au début de son contrat, des appréhensions qu'il pouvait avoir, et finalement de comment son intégration en milieu ordinaire s'était déroulée et comment le détachement, justement, et cet appui proposé par l'ESAT avait pu l'aider et aider son entreprise à faire que tout se passe bien et que le contrat puisse être pérenne. Et donc, en complément de ce webinaire, un groupe de travail a pu se réunir sur 2 séances sur cette même thématique. Et l'idée, en fait, c'était de voir comment on pouvait proposer en plus et en complément vraiment du webinaire un livrable pour reprendre en fait ces dispositifs et ces prestations qui sont proposées sur notre territoire et essayer de faire un petit guide pour les entreprises et les travailleurs qui puissent reprendre un petit peu tout ça et voir comment auprès de qui en fait se renseigner pour pouvoir bénéficier de ces prestations ou de ces dispositifs. Donc, on a travaillé sur la production d'un guide qui présente les 4 dispositifs que vous pouvez voir donc, sur la slide suivante. Donc, la prestation d'appui spécifique, le détachement, la mise à disposition et la plateforme emploi accompagné, qui est accompagnée d'un annuaire des ESAT et des structures du département. Et pour la présentation du coup des dispositifs desquels nous allons parler, je vais laisser la parole à Monsieur Mouli, du coup pour la Fondation Optéo. Je ne sais pas si vous m'entendez, Monsieur Mouli. Je vous entends, je prends le relais. Merci Monsieur Mouli, voilà, qui va nous présenter donc les différents tout le monde. Donc, je me présente rapidement. Alain Mouli, je suis directeur du pôle accompagnement à la vie professionnelle de la Fondation Optéo sur l'Aveyron et le Tarn-et-Garonne. Et je suis également le pilote des 2 plateformes emploi accompagné pour l'Aveyron et pour le Tarn-et-Garonne. Donc, je vais essayer de vous présenter 4 dispositifs existants qui sont mis en œuvre régulièrement au niveau du département, mais pas uniquement.
Le premier, la prestation d'appui spécifique. Alors, je regrette que Madame Morel de Cap Emploi ne soit pas là parce que c'est elle qui maîtrise le mieux. C'est un appui spécifique qui a pour principe de permettre aux employeurs ou aux travailleurs reconnus handicapés qui peuvent disposer d'experts, de spécialistes afin d'identifier les incidences du handicap dans le cadre professionnel. Et à partir de cette identification, ça permet de mettre en place des moyens, des mesures pour lever les freins au handicap dans le cadre professionnel. Donc, ce dispositif-là, un employeur ou un travailleur reconnu handicapé ne peut pas l'activer seul ou le solliciter. Il faut que ce soit un SPE, Cap Emploi, Pôle emploi ou mission locale qui initie cette prestation d'appui spécifique. Pour les autres dispositifs, le détachement, alors on appelle le détachement, mais si vous voulez, dans le cadre de ces activités, l'ESAT peut être amené à réaliser des prestations de services au sein de l'entreprise ou d'une structure. Il va passer un contrat commercial pour réaliser cette prestation. Pour réaliser cette prestation, avec le donneur d'ordre, il va identifier des moyens matériels, mais aussi des moyens humains. Et dans le cadre de la mise en place de ces moyens humains, il va proposer un détachement de travailleurs handicapés de l'ESAT pour réaliser cette prestation au sein de l'entreprise. Cette prestation peut être réalisée par des personnes qui seront en autonomie parmi les salariés de l'entreprise. Donc, l'engagement de l'ESAT, c'est de réaliser la prestation. Pour réaliser la prestation, il met des personnes reconnues travailleuses handicapées, travailleurs de l'ESAT, au sein de l'entreprise. Il est responsable de ces personnes qu'il met au sein de l'entreprise et il continue à accompagner, si besoin, ces personnes au sein de l'entreprise. Il participe par exemple, à la prise de poste et à la formation, si nécessaire, au sein des équipes avec lesquelles le travailleur va travailler. Alors, on me demande personnes en situation de handicap. Là, on est sur le détachement, on est sur le cas de personnes qui sont travailleuses handicapées en ESAT, donc en milieu médico-social, un milieu protégé. Elles travaillent en ESAT et elles sont mises au sein de l'entreprise dans le cadre d'une activité pilotée par l'ESAT. On appelle ça le détachement. Il n'y a pas de limite de temps, il n'y a pas de détachement nominatif, c'est l'ESAT qui s'engage pour réaliser une prestation. Il peut mettre une, deux ou trois personnes ou même plus. Il n'y a pas de limite de temps, cela dépend du contrat commercial que passe l'ESAT avec l'employeur ou la structure. Pour ce qui est de la mise à disposition, il y a une différence par rapport à la première. On est toujours sur une prestation en milieu ordinaire assurée par l'ESAT dans le cadre d'un échange commercial ou partenarial. Par contre, quand on parle de mise à disposition, on met à disposition de l'employeur une personne qui est travailleuse d'un ESAT, reconnue travailleur handicapé. Mais par contre, là, on va signer une convention en plus du contrat commercial. On va signer une convention avec l'employeur et la personne qui va être mise à disposition. Donc, cette convention, elle va être nominative, ça concerne une seule personne. Cette convention va être limitée dans le temps. Normalement, c'est 1 an renouvelable, 1 an supplémentaire. Et particularité, c'est qu'il y a un engagement moral de l'employeur pour embaucher à l'issue de cette convention, de cette mise à disposition, la personne par le biais d'un CDD ou d'un CDI. Donc là, c'est particulier, c'est nominatif, c'est limité dans le temps
et il y a un engagement moral de l'employeur pour embaucher la personne. Ces deux dispositifs permettent à l'ESAT d'accompagner les personnes progressivement en milieu ordinaire, de les former, de les accompagner, d'être toujours à leur côté et aussi d'être aux côtés de l'employeur, chose qui est importante. Un fait qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas que l'employeur se sente isolé et seul pour éventuellement faire face à des problématiques liées à l'accompagnement des personnes au sein de leur entreprise. Donc c'est très important d'être aux côtés des employeurs. Le quatrième dispositif, plateforme emploi accompagné, c'est un dispositif, un service qui vient prendre le relais depuis le 1er janvier 2022, prendre le relais des dispositifs emploi accompagné qui étaient mis en œuvre depuis 2017-2018. Donc aujourd'hui, on a une plateforme emploi accompagné par département. Cette plateforme, elle a pour objectif et pour mission d'accompagner des personnes qui sont reconnues travailleuses handicapées par la MDPH, la CDAPH, reconnues travailleuses handicapées, les accompagner à la recherche d'emploi ou au maintien en emploi en milieu ordinaire si ces personnes-là sont déjà employées mais qu'elles éprouvent des difficultés pour maintenir leur emploi. Donc, une plateforme par département. Particularité, les personnes sont orientées vers la plateforme accompagnée, soit par la MDPH. Voilà, ben je suis en train de répondre à la question. Ces personnes sont orientées vers la plateforme, soit à travers la MDPH par la CDAPH, soit par un SPE, mais plus particulièrement par Cap Emploi. Donc, elles ne peuvent pas solliciter directement la plateforme, il faut qu'elles soient orientées ou par Cap Emploi ou par la MDPH. Particularité, il y a une date de début d'orientation, mais il n'y a pas de date de fin d'orientation. C'est-à-dire qu'il va y avoir un accompagnement un peu plus intensif au début de la prise en charge de la personne pour une recherche d'emploi ou pour résoudre un problème qu'elle rencontrerait pour se maintenir en emploi. Une fois que la personne est en emploi ou que le problème est résolu, l'accompagnement va se diluer un peu dans le temps, mais particularité, si besoin, la personne pourra réactiver l'accompagnement par la plateforme sans solliciter une nouvelle orientation, aussi bien par Cap Emploi que par la MDPH. Ce dispositif a pour vocation d'accompagner les personnes aussi bien sur le versant professionnel que sur le versant social. Tout simplement parce que pour qu'il y ait une réussite d'insertion en milieu ordinaire, il faut prendre les deux paramètres, aussi bien professionnel que social. Pour qu'une personne soit bien, il faut qu'elle soit bien dans sa vie, pour qu'elle soit bien aussi dans son élément professionnel. Donc, la plateforme accompagne les deux. La personne est accompagnée par ce que l'on appelle un référent emploi accompagné qui ne va pas avoir 2 ou 3 accompagnants. Autre particularité de ce dispositif, c'est que le dispositif accompagne ou épaule aussi les employeurs. Il ne se focalise pas uniquement sur les personnes reconnues travailleurs handicapés. Il est un appui aux employeurs pour faciliter l'intégration des personnes au sein de l'entreprise. Merci, M. Mouly, pour toutes ces précisions et tous ces détails. Sachez que voilà, le livrable avec lequel nous avons travaillé avec tous nos partenaires nous sera partagé, bien sûr, avec plaisir, voilà, pour vous expliquer vraiment tous les types d'accompagnement, voilà, du côté des travailleurs comme du côté des entreprises. Voilà, merci encore, M. Mouly, de nous avoir accompagnés sur ce projet. Avec plaisir. Vraiment, merci beaucoup. Je vais laisser
place à mes autres collègues pour les autres dispositifs qui ont été abordés sur cette thématique-là. Merci beaucoup. Du coup, nous basculons dans l'Hérault et effectivement, sur le territoire de l'Hérault, nous avons travaillé sur la problématique du maintien dans l'emploi des personnes qui souffrent de maladies chroniques invalidantes ou maladies chroniques évolutives, les fameuses MCE, qui concernent beaucoup de personnes potentiellement. 20% de la population française et 15% de la population active sont concernés par des maladies chroniques évolutives. Et avec un taux d'emploi de ces personnes au moment où la maladie se déclare qui est très important, de 80%. C'est nos salariés, c'est nous qui pouvons être concernés par une de ces maladies, qu'elles soient de type cancer, de type diabète, de type immunodéficience, qui vont amener des difficultés de prise en charge des soins et d'absentéisme potentiel pour prendre soin de soi pendant la période de travail. Un tiers des personnes qui ont eu un diagnostic de cancer ont été amenées à quitter leur emploi. C'est 2 fois plus que la population générale sur une même période. Et c'est de ce constat-là que nous sommes partis pour essayer de travailler avec les entreprises, avec des personnes concernées par ces maladies et avec une association qui est le GFLUC, qui est présente de partout sur l'Occitanie et qui est également présente du coup à Montpellier, qui travaille justement sur le lien entre les entreprises et les personnes souffrant de cancer, pour pouvoir à la fois faire le point sur les outils qui existent et à la fois innover peut-être sur des solutions de prise en charge. Cette pathologie, elle augmente avec l'âge. On a des risques, on ne va pas se faire peur de bon matin aujourd'hui, mais il y a un taux très important de risque pour toute personne d'attraper ou de déclarer une de ces maladies. Et c'est important d'avoir en tête les outils, y compris pour les employeurs. Peut-être Méline, si on peut passer à la slide suivante. D'avoir en tête les outils et les dispositifs, parce que si on n'en a pas forcément besoin au quotidien, au moment où la situation se présente dans l'entreprise, c'est important d'avoir en tête les différentes solutions qui existent. Merci Gaëlle pour le partage. Donc effectivement, nous avons évidemment retravaillé, réexpliqué, représenté aux entreprises et aux personnes présentes sur les groupes de travail les outils de droit commun, entre guillemets, donc les outils que propose la CARSAT, qui, pour les personnes souffrant de maladies chroniques évolutives, propose des informations collectives, des accompagnements individuels, à la fois sur le volet personnel, des impacts que la maladie peut avoir, mais aussi sur le volet professionnel, et qui fait le lien avec l'assurance maladie et qui assure une coordination médicale du parcours de la personne qui présente cette maladie au cours de son emploi. Nous avons évidemment fait le pont également avec la GFIP, donc avec des recours qui sont valables pour ces maladies comme pour toute autre forme d'handicap, que sont l'aide à la formation pour le maintien de l'employabilité, l'aide financière à l'entreprise pour le maintien, l'évolution du poste si nécessaire, avec des liens à faire aussi avec la MDPH, puisque les difficultés majeures qui étaient rencontrées par les entreprises à ce moment-là, c'est d'accompagner, et par les salariés, d'accompagner la démarche de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé dans le cadre d'une maladie chronique évolutive, donc qui potentiellement peut amener une rémission et une sortie de la situation. Il y avait des difficultés d'accès, de communication, et donc la CARSAT et la GFIP, comme Cap Emploi d'ailleurs, se tiennent à disposition aussi des employeurs pour aider au lien et des salariés au lien avec la MDPH et faciliter le déblocage des dossiers. Du côté de Cap Emploi, évidemment, l'accompagnement personnalisé qui existe pour toute situation de handicap
vaut également pour les maladies chroniques évolutives. Il y a un accompagnement également sur des transitions professionnelles si jamais la personne ne peut plus assurer l'emploi qu'elle avait au regard de sa maladie et doit changer de métier, changer de profession, être formée à d'autres compétences. Et puis évidemment, Cap Emploi se tient à la disposition des entreprises pour faciliter la mise en place des aides qui sont accessibles du côté de la CARSAT et de la GFIP. Le GFLUC, du coup, nous a proposé la mise à disposition d'une boîte à outils qui sera partagée avec les livrables de tout ce travail qui a été mené sur l'Occitanie, qui permet de prévoir un accompagnement des personnes en situation de handicap liées à des maladies chroniques évolutives dès l'annonce du diagnostic. L'idée est de ne pas laisser le temps au décrochage entre le moment où la personne commence à prendre soin d'elle et à se soigner dans son parcours de soins pour réduire ou résoudre la maladie qui arrive, sans qu'il y ait de décrochage dans son emploi et sans qu'il y ait de décrochage dans la communication avec l'employeur. Donc l'outil que propose le GFLUC, c'est vraiment de pouvoir travailler le lien employeur, salarié malade et parcours de soins dès l'annonce du diagnostic pour éviter les ruptures, aménager avec l'employeur, avec l'environnement professionnel également du salarié, ses collaborateurs, son équipe, pour essayer d'adapter pendant tout le parcours de soins en donnant un peu de visibilité sur les étapes qui vont arriver et permettre le maintien dans l'emploi et le retour en emploi à temps plein dès que la situation le permet, quand elle le permet. Je vous propose de découvrir le témoignage de Nathalie Soriano qui est sur la slide suivante, si tu veux bien, Méline, qui est à la fois bénévole pour le GFLUC et qui est également en rémission. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas eu le son, nous vous renverrons la vidéo. Moi, je l'avais. Je ne sais pas si il y a quelques personnes, a priori, qui avaient un son assez faible ou pas du tout. Donc, Nathalie expliquait qu'elle a elle-même vécu cette situation. Elle a été salariée, manager, cadre, puis elle a été souffrante.
et elle a perdu son emploi, elle n'a pas pu reprendre son emploi à l'issue de cette maladie. C'est ainsi qu'elle s'est engagée au sein du GFLUC et elle a travaillé à la co-construction de ce programme qui s'appelle Je bosse, qui permet, du coup, comme je vous l'ai indiqué, de travailler avec l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, les managers, les RH, les collaborateurs, le salarié, dès l'annonce du diagnostic pour mettre en place un accompagnement de toute la communauté de travail afin que la personne soit le mieux accompagnée possible et que le risque de perte d'emploi ou de rupture de communication soit le plus faible possible. Donc, on vous renverra le détail du programme Je bosse, ainsi que le témoignage de Nathalie Soriano dans les éléments de sortie de ce webinaire. Un grand merci à toutes et tous. Je prends les questions pour la suite si vous en avez. Et puis, je vais laisser la parole à ma collègue Delphine Leroux de FASGAR. Merci Caroline et bonjour à toutes et tous. Alors dans le Gard, ça va faire écho clairement au premier témoignage et au premier temps d'échange qu'on a pu avoir avec Fassod et la présentation. Nous avons abordé aussi le handicap sous l'angle de l'échange lors d'un recrutement et lorsqu'il survient en cours de carrière. Donc on a organisé un webinaire et des temps d'échange en amont avec un certain nombre de partenaires. On a eu la chance de pouvoir l'organiser avec Cap Emploi Gard. J'ai entendu tout à l'heure M. Brun aussi nous dire qu'il était président, donc on travaille régulièrement avec Cap Emploi dans le Gard. On a pu profiter aussi des témoignages et de l'expertise de consultants d'Aviance Conseil, dont tout à l'heure Hervé Ziegler va d'ailleurs reprendre la parole pour témoigner. La CAF du Gard aussi, une salariée de la pharmacie Agnès Pradin qui est sur le bassin d'Alès. Et sur les groupes de travail, on a aussi pu travailler avec 3 personnes en situation de handicap qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés. Voilà globalement sur la présentation des personnes qui nous ont accompagnés et avec qui on a travaillé dans le Gard. On est parti d'un constat qui est assez simple et que j'ai noté là, et qu'on a déjà entendu là beaucoup depuis 1 heure qu'on échange, sur le fait qu'une grande majorité des handicaps finalement sont invisibles et que seulement 15% des personnes qui sont en situation de handicap le sont depuis leur naissance ou avant leur 16 ans. Donc l'idée était de dire comment on travaille sur ça quand le handicap survient, notamment en cours de carrière professionnelle. Je veux bien, du coup, Méline, que tu passes sur la slide suivante, si possible. J'ai fait un résumé un peu dense, d'ailleurs, maintenant je le vois sur la diapo, mais ce n'est pas grave, l'objectif, ce n'est pas de vous faire une lecture de ça, vu que les supports vous seront transmis après. Donc, on a travaillé du point de vue de l'entreprise et du point de vue du candidat ou salarié, donc sur les différents éléments qu'il était possible d'indiquer, notamment pour l'entreprise, pour qu'elle puisse présenter sa politique d'inclusion avec ce qu'il est possible de faire avant l'embauche sur notamment une offre d'emploi, sur la publication aussi de l'offre sur des sites plus dédiés ou spécifiques qui permettent aussi parfois de rassurer des candidats sur la capacité et l'envie aussi de l'entreprise d'accueillir des salariés en situation de handicap. Voilà. Après, d'autres éléments aussi qu'on peut mettre en avant pendant l'entretien, comme présenter sa politique RH d'inclusion pendant l'entretien, qui peut favoriser finalement l'expression d'un candidat. Et enfin, pour les salariés en cours de carrière, voilà, il y a beaucoup d'éléments que l'entreprise peut mettre en place. Je ne vais pas tous les détailler là, surtout qu'on a un témoignage intéressant d'Hervé Ziegler, qui est consultant pour Aviance Conseil, qui va pouvoir revenir finalement sur tout ce qui est mis en place et tout ce qui peut être mis en place et ce que lui aussi propose finalement aux entreprises du fait de son statut et de ses prestations en tant que consultant, que ce soit dans l'animation d'ateliers en entreprise, de sensibilisation, mais aussi dans l'accompagnement qu'il peut proposer aux entreprises pour que des salariés puissent avancer parfois sur leur situation de handicap et aller jusqu'à s'exprimer et faire une demande de reconnaissance de travailleur handicapé. Mais je le laisserai présenter ça. Juste avant de lui donner la parole, du point de vue du candidat et du salarié, les échanges qu'on a pu avoir en groupe de travail ou pendant le webinaire étaient
C'est partagé finalement, et je crois que c'est ce qu'on entend aussi depuis tout à l'heure, il n'y a pas de vérité unique sur il faut en parler, il ne faut pas en parler. En tout cas, il n'y a pas d'obligation légale, ça c'est certain. Voilà. Ce qu'on a pu ressortir des groupes de travail, c'est que l'avantage de pouvoir en parler, il est intéressant parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même avant tout un entretien, par exemple, c'est pour présenter des compétences. Là où ça peut être intéressant, c'est sur aussi pouvoir présenter ce que ça peut, les aménagements qui vont être possibles, que l'entreprise va pouvoir mettre en place. Ouais, mais il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de chemin unique, en tout cas du point de vue salarié, dans ce qu'on a pu échanger. Et ça, c'est notamment intervenu lors des échanges qu'on a pu avoir en webinaire sur ces questions-là. Je vous ai mis quelques ressources qu'on a pu utiliser et je vous mettrai aussi dans le chat après le lien vers la page d'Aviance Conseil et notamment d'Hervé, à qui je vais laisser la parole pour qu'il puisse présenter ce qu'il peut proposer justement en entreprise, donc tout ce qui concerne en cours de carrière justement pour favoriser l'échange et la sensibilisation des salariés au sein d'une entreprise. Bonjour à tous, merci pour me donner la parole. Effectivement, comme vient de le dire Madame la directrice de Fasgar, je suis consultant TIH pour le compte d'Aviance Conseil, où dans le cadre des missions qu'Aviance peut prodiguer auprès des entreprises, on intervient sur le champ du handicap. De la même manière que j'ai vu qu'il y avait Véronique Thor qui était là, on intervient également tous les deux à un autre niveau. Moi, pour des actions, on va dire, de sensibilisation au handicap pour l'ensemble des salariés d'une entreprise, et Véronique plus précisément pour la partie RH, employeur, sur cette partie aussi sensibilisation au handicap, car c'est deux choses totalement différentes. Pour revenir à ce qui nous intéresse et mon intervention proprement dite, effectivement, beaucoup d'entreprises aujourd'hui se sont rendues compte qu'ils avaient du mal non pas à faire du recrutement, parce que ça, ils savent le faire, mais à pouvoir identifier en leur sein des personnes qui seraient en situation de handicap afin de répondre à leurs obligations AGFIP sur le taux de 6%, sachant que, comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2022, l'effectif de l'entreprise est non pas pris à chaque structure, mais sur son numéro de sirène. Donc, tous ceux qui étaient jusqu'alors à des effectifs jusqu'à 19 n'étaient pas salariés, ils n'étaient pas concernés, et maintenant, c'est l'intégralité de tout l'effectif qui est pris en considération pour faire le calcul, notamment sur la déclaration OTH, que bon nombre d'entreprises vont être amenées à faire prochainement et à renvoyer à l'URSSAF pour le 15 mai prochain. Donc en fait, les entreprises, parce qu'aujourd'hui, moi je dis, il y a encore des préjugés, c'est encore tabou, comment on peut aborder en communication le handicap, eh bien, ils ont pris la solution de faire intervenir donc, des prestataires externes sur cette thématique du handicap, totalement par des personnes qui ne sont pas du tout de la structure, et faire découvrir aux salariés ce qu'est le handicap, depuis quand ça existe, ce qu'est la loi de 2005, et surtout, moi, je m'attelle à présenter aujourd'hui notamment les 6 familles de handicap, dont l'une est totalement inconnue du grand nombre, notamment sur les maladies invalidantes. Donc, dans l'issue de cette action de sensibilisation, il y a un petit quiz, il y a des personnes que je présente qui sont connues et pas connues, j'appelle ça une galerie Handy People, pour leur faire voir qu'il n'y a pas que des valides. Effectivement, comme Madame la directrice disait, on est à 80-85% du milieu du travail, être en situation de handicap dit invisible, parce que je suis concerné, entre autres. Donc voilà, la présentation sur cette action de sensibilisation permet de faire découvrir aux salariés qui seraient en situation de handicap, mais non identifiés auprès de l'ERH, de dire « Ah bah tiens, du coup, je suis concerné, j'ai cette maladie, comment on peut faire ?» et ainsi de suite. La dernière intervention qu'on a faite, je l'ai faite en plus avec Véronique Thor, sur une entreprise de 50 salariés où ils voulaient faire développer une politique de handicap. Donc, ils ont mis en place toute la communication sans pour autant arriver à trouver du personnel. Et en fait, moi, sur l'action de sensibilisation qu'on avait faite ce jour-là, il y a 6 mains qui se sont levées, quoi.
Donc la directrice adjointe qui était là, elle était un peu surprise que ces personnels lui disent mais pourquoi vous n'êtes pas venu me voir, on aurait pu en discuter, voilà. Et en fait, c'était un peu, ils l'ont dit, nous on avait un peu peur d'être identifiés avec notre problématique, comment on allait gérer notre problématique en interne, voilà. Donc, et on ne savait même pas pour la moitié d'entre elles qu'ils pouvaient être concernés par la situation de handicap, malgré qu'eux mettaient en place tout un dispositif pour se faire soigner, entre autres, donc des RTT, des repos, et ainsi de suite. Donc, à un moment donné, pour certaines, ils se sont retrouvés un peu coincés parce qu'ils n'avaient plus de jours à pouvoir demander pour bénéficier de soins qui leur étaient dévolus. Donc voilà, les actions de sensibilisation au handicap, pour moi, sont très importantes dans le cadre du maintien des salariés à l'emploi dans l'entreprise. Et ce qu'on propose aussi pour aller plus loin après cette action de sensibilisation, c'est que l'entreprise, quand les gens vont les voir, ils nous disent mais comment on fait après? Donc nous, on organise des entretiens individuels confidentiels où on fait un peu vider les boîtes noires, hein, les gens se lâchent, et on leur explique un peu le meilleur des chemins à prendre pour arriver à se faire identifier auprès de l'ERH, parce qu'il faut monter le dossier donc, à la MDPH pour obtenir pour beaucoup donc, la RQTH, la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, sachant que pour certaines, pour tout vous dire, ils avaient même des pensions d'invalidité, qui ne savaient même pas que c'était un titre reconnu et qu'ils auraient pu le mettre en avant auprès de l'ERH pour se faire reconnaître. Voilà un peu ce que nous mettons en place chez Aviance Conseil pour un peu aider les entreprises et les employeurs à faire tomber un peu les tabous, les préjugés sur le handicap, faire ouvrir un peu que le handicap, c'est pas un gros mot, hein, tout le monde peut être touché un jour ou à l'autre, hein, moi j'ai été touché, ça m'a surpris quand ça m'a rattrapé, et voilà, et comment on fait pour rebondir avec la situation de handicap au sein de l'entreprise. Voilà, si je pense avoir répondu un peu à ce témoignage. Merci Hervé. Juste une précision, lors de nos derniers échanges, vous m'aviez aussi présenté les avantages pour l'entreprise que peuvent avoir, alors au-delà évidemment de faire venir un intervenant extérieur, un consultant qui est consultant indépendant en situation de handicap, et je trouvais intéressant que vous puissiez aussi le repréciser par rapport justement aux déclarations qui sont à faire. Effectivement, aujourd'hui, sur la déclaration au OTH, jusqu'en 2019, parce que c'est passé au 1er janvier 2020, il y avait 12 lignes de réduction possibles pour l'entreprise, suivant les actions qu'ils pouvaient mettre en place dans le cadre du handicap. De 12 lignes, on est passé aujourd'hui à 3 lignes, dont l'action de sensibilisation au handicap. Elle a été toujours maintenue dans la DOTH et elle peut être déductible de la contribution AGFIP de l'employeur, jusqu'à aujourd'hui 10%. C'est-à-dire que sur votre contribution, si l'entreprise a une contribution de 10 000 €, elle peut déduire donc 1 000 € sur une prestation externe telle que je vous l'ai présentée sur les actions de sensibilisation. Voilà, c'est une possibilité pour l'entreprise de pouvoir bénéficier et pas prendre sur son fonds de ses dépenses de fonctionnement l'intervention d'une entreprise tierce. Voilà, merci Hervé. Je trouvais intéressant que vous puissiez aussi préciser ça, pour ne pas créer de freins dans les entreprises finalement. Non, aujourd'hui, il faut vraiment comprendre que les entreprises sont vraiment aidées dans ces missions de handicap, comme ça a été dit par tout le monde depuis ce matin. Hein. Il y a quand même l'AGFIP est là, Cap Emploi est là, Pôle Emploi est là aussi. Voilà, les PASS sont là aussi pour aider les entreprises, tous les prestataires, pour qu'on puisse avancer convenablement et que les personnes, tant dans la phase dite de recrutement ou ceux qui seraient déjà en emploi mais qu'on peut maintenir à l'emploi à leur poste avec ou pas, parce qu'on peut être en situation de handicap à son poste sans avoir besoin d'un aménagement aujourd'hui. Et demain, quelle sera la position, on ne sait pas. Donc, c'est pouvoir prévoir, dans le cadre de la politique de handicap de l'entreprise, entre les salariés à recruter parce qu'on est attaché au handicap et surtout ceux à maintenir à leur poste de travail parce qu'on est toujours dans la dynamique de notre politique du handicap. Merci Hervé pour ce témoignage qui est plus intéressant que tout ce que j'aurais pu lire là, il me semble, par rapport au travail qu'on a pu faire en commun. Et voilà, nous, on est contents d'avoir Aviance Conseil globalement
au sein de FaceGare, parce qu'on a la chance que vous répondiez toujours présent. On est notamment sur la thématique du handicap et de l'emploi. Merci. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci Caroline. Avant de transmettre la parole à FACE Grand Toulouse, il y a une question peut-être qui peut être traitée rapidement dans le chat, qui est la question des départements que vous couvrez dans vos interventions. J'ai pas osé, je me suis dit on l'a gardé pour la fin, mais si ça vient de toi alors. Ouais, il y a deux choses, Hervé, on vous demande ça, et aussi si voilà, il y a certains participants qui aimeraient bien avoir une petite note sur ce que vous disiez, peut-être pour après pouvoir reprendre contact aussi avec vous, mais peut-être vous pouvez déjà répondre sur la question des départements. Donc, Aviance Conseil, c'est un cabinet qui intervient en France métropolitaine et même en dom-tom. Moi, sur les actions de sensibilisation, j'interviens sur toute la France, quoi. Alors effectivement, on essaye d'avoir un secteur qui est défini Occitanie, PACA, parce qu'on est un peu chez nous là, mais voilà, si demain on me sollicite pour aller à Paris ou machin, voilà, moi j'ai pas de contre-indication pour me déplacer dans les entreprises. Jusqu'à maintenant, je l'ai fait aussi, hein, je suis intervenu pour des grands groupes, hein, je vais en citer quelques-uns, Géodis, Danone, Nexans, le Crédit Agricole Midi-Pyrénées, où c'est que je suis allé encore, Saint-Gobain, là, des maisons de retraite, des EHPAD aux alentours, ici dans le Gard. Ouais, moi, je suis pas... Voilà. On essaye de faire passer le message. Alors, effectivement, c'est pas que c'est compliqué, mais on se dit, OK, la dernière intervention qu'on a fait dans un EHPAD, on nous a dit, vous savez, nous, on a tout fait, je ne sais pas si vous arriverez, et je vous dis, quand les 6 mains se sont levées, il y avait Véronique Thor qui était avec moi, elle peut témoigner aussi, hein, tout le monde a été surpris, et après, donc, suivant moi, les gens que je rencontre dans le cadre des interventions individuelles et confidentielles, je présente après anonymement à l'employeur ce qu'il existe en son sein, pour que lui puisse avoir une politique de handicap, qu'il puisse voir quelles sont les situations de handicap que j'ai rencontrées et que je lui présente par rapport à ce que moi j'ai eu, quoi. Et donc, ce qui lui permet un peu d'orienter, savoir si de ce côté-là, on met ça en place. Voilà, ça lui permet de pouvoir connaître ce qu'il a chez lui, quoi. Sans dire, voilà, j'ai vu madame, monsieur, tac, tac, tac. Non, ça, pour moi, c'est pas possible. Après, c'est les gens, quand ils vont se déclarer au RH, forcément, là, ils vont bien les identifier, bien entendu. Mais bon, comme je le représente, hein, le RH, il est sous secret, on va dire, professionnel, donc il n'y a pas de difficulté là-dessus, quoi. Voilà. Un grand merci. Je transmets le bâton de parole à Magali Sokota, donc pour FACE Grand Toulouse. Merci, donc bonjour à tous et à toutes. À FACE Grand Toulouse, du coup, notre travail sur le projet Face au handicap s'est concentré sur les troubles 10. C'était une demande de nos entreprises de prendre ce sujet-là, puisqu'elles se sont rendues compte qu'il y avait, que ça touchait une grande partie de leurs effectifs et qu'il y avait donc vraiment un sujet à le traiter au niveau de l'entreprise. C'est vrai que c'est un sujet qui est habituellement traité, on va dire, sur le volet enfant, école. On retrouve beaucoup ces questions sur les troubles 10 dans l'éducation. Mais au niveau de l'emploi, pour l'instant, c'est en marche, mais ce n'est pas encore complètement intégré dans les structures. Et c'est pour ça qu'on a fait ce travail. Le projet, donc c'était un groupe de travail qui a pris 3 séances de 2 heures. Notre idée, c'était vraiment de regrouper à chaque fois les entreprises pour pouvoir les sensibiliser et avoir leur point de vue. Les personnes qui ont des troubles 10, puisque leurs témoignages sont vraiment primordiaux, on va dire, sur la question d'avoir le retour des personnes concernées. Et puis, on a fait intervenir des associations spécialisées, des spécialistes aussi de l'accompagnement. Donc, pour citer quelques-uns de nos partenaires sur le sujet, on a eu les interventions d'AP10, Dyspraxie France 10, Avenir Dysphasie,
dyspraxiques mais fantastiques. Donc on a essayé aussi d'avoir une visibilité sur l'ensemble des troubles 10, même s'ils sont très nombreux. On a essayé de varier aussi, d'avoir une diversité comme ça dans les associations. Sur le volet accompagnement, donc on a eu les interventions de Cap Emploi, de la GFIP sur le territoire. Il y a aussi l'AGAPI qui est intervenue pour présenter le travail en ESAT et pour présenter aussi les prestations qu'elle pouvait faire sur la traduction FALC par exemple. Voilà, donc il y a l'ASI, l'ARCA sur l'emploi accompagné qui sont intervenus lors du groupe de travail. Notre idée, c'était vraiment voilà, de varier tous les positionnements et les interventions pour pouvoir avoir un point de vue le plus holistique possible et le plus précis pour pouvoir réaliser donc, un guide pratique pour les entreprises qui soit vraiment accessible et qui réponde aux enjeux à la fois des personnes concernées et des entreprises. Donc en tout, on a eu voilà, 90 personnes connectées, donc avec tous ces types de profils. Le constat principal, c'est que les troubles 10, donc comme je disais, sont multiples. Il y en a beaucoup, dysphasie, dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, dysorthographie, etc. Souvent, ces troubles-là, en plus, sont emmêlés. On peut avoir plusieurs troubles en même temps, c'est souvent le cas. Donc, le constat principal, c'était vraiment, comme disait aussi Fassod au début, c'est que chaque personne est unique, a des problématiques particulières qui nécessitent un accompagnement individualisé, personnalisé. Donc, même si on peut vous donner des tas de bonnes pratiques, de ressources mobilisables, l'idéal, c'est quand même de s'intéresser à la personne elle-même et d'identifier ses besoins particuliers, puisque d'une personne à l'autre, les troubles ne vont pas se présenter de la même façon et ne vont pas aussi avoir les mêmes combinaisons, on va dire, de troubles 10. Le principal frein qu'on a pu constater sur l'intégration professionnelle des personnes 10 et leur maintien dans l'emploi, puisqu'on a traité vraiment l'ensemble du parcours professionnel des personnes, c'est du point de vue des personnes qui ont des troubles 10, la méconnaissance des ressources mobilisables. Ça, c'était vraiment le principal frein, c'est-à-dire qu'on leur présentait des dispositifs qui existaient sur le territoire et il y avait quand même une méconnaissance de ces dispositifs. Et puis du côté des entreprises, c'était beaucoup de stéréotypes et de méconnaissances, mais d'un point de vue information. Voilà, donc on a traité un petit peu l'ensemble du parcours en allant de la recherche d'emploi à l'entretien d'embauche jusqu'au maintien dans l'emploi et la qualité de vie au travail. Notre idée, c'était que pour chaque étape du parcours professionnel d'une personne, même si c'est moins linéaire que ça en général, on identifie les freins des entreprises, les freins des personnes en situation de handicap et puis des bonnes pratiques à mettre en place facilement dans les entreprises, puisque l'idée, c'était aussi d'avoir voilà, des bonnes pratiques qui étaient accessibles, qu'on pouvait se partager facilement et qu'on pouvait mettre en place voilà, assez facilement dans l'entreprise. Puis il y a une troisième catégorie, mais que je n'ai pas mis là parce que c'était vraiment aussi sur le secteur toulousain, c'est qu'on a fait une partie ressources, donc avec toutes les prestations, dispositifs, associations mobilisables sur le territoire. Donc ça, c'est dans notre guide pratique, mais j'ai voulu être un petit peu plus synthétique pour le webinaire de ce matin. Donc pour reprendre très brièvement nos principaux constats, sur le point de la recherche d'emploi et d'embauche, donc comme je disais, les stéréotypes et le manque d'information, c'est le principal frein pour les entreprises. Pour les personnes 10, ça va être beaucoup un manque de confiance et de reconnaissance de leurs compétences. Donc il va y avoir voilà, cette difficulté à identifier les compétences pour lesquelles elles sont douées. Donc il y a ce travail d'accompagnement qui doit être un petit peu plus visé compétences. L'épreuve de l'entretien aussi peut être particulièrement difficile, non seulement dans la partie relationnelle et réponse aux questions, mais aussi on a eu le témoignage d'une personne qui disait qu'en fait c'était aussi de parvenir jusqu'au lieu d'entretien qui était compliqué au niveau du repérage dans l'espace, au niveau aussi de l'organisation, du temps. Donc elle avait tendance à arriver en retard puisqu'elle avait du mal à s'orienter dans les bâtiments, à arriver à temps. Donc en fait, c'est tout un aménagement autour aussi de la passation de l'entretien qu'il faut réfléchir. Et ça a été aussi bien perçu par les entreprises qui souvent se posent la question juste de l'aménagement des questions et pas forcément de l'aménagement de l'entretien de manière générale. Et puis on a la question qui est beaucoup revenue de comment parler de son handicap.
Est-ce qu'on doit le dire avant, pendant est-ce qu'on doit le noter sur notre CV, etc. Donc ça fait écho au groupe de travail qui a été mené par FASGA. Comme bonne pratique, on a bien sûr parlé de l'accompagnement spécifique et individuel vers l'emploi. Donc Cap Emploi aussi était là, était présent et a pu prendre des notes de tous les témoignages qu'on a reçus. Mettre en avant les capacités des personnes, parce que souvent on se concentre sur les difficultés des personnes en situation de handicap, alors que la neurodiversité présente aussi de nombreux enjeux et de nombreux atouts pour les entreprises. On a parlé beaucoup de créativité, par exemple, d'adaptation, de flexibilité aussi, puisque du coup, c'est des personnes qui sont sans arrêt en train de devoir s'adapter pour rester au même niveau ou répondre aux mêmes exigences que les autres. Donc, elles ont cette capacité-là d'adaptation qui est à mettre en avant. Et puis, on a parlé du mentorat, des temps de découverte dans l'entreprise. Donc ça, c'est une action qu'on mène aussi à FAS, de pouvoir remettre un pied dans l'entreprise doucement, de pouvoir aller au contact de l'entreprise, réfléchir au cadre de travail, voir si le secteur d'activité nous convient. Donc, avoir cette initiation-là autour des personnes 10, c'était important. Et dernier point, c'était les entreprises adaptées, qui souvent ne sont pas visibles ou en tout cas n'ont pas la reconnaissance qu'elles méritent. En tout cas, sur le territoire, c'est important de rendre visibles les entreprises adaptées et de casser un petit peu tous les stéréotypes qu'il y a autour. J'allais un petit peu plus vite pour le reste, sinon on va en parler pendant des heures. Ensuite, on a parlé de l'intégration à la fois sur le poste de travail. Donc souvent, on pense à l'aménagement du poste, mais ensuite, on a parlé aussi de l'intégration dans une équipe de travail. Donc ça, c'était important aussi du point de vue relationnel, puisque on peut se fier à la personne qui est référente handicap en entreprise, mais ce n'est pas suffisant pour avoir un environnement de travail et de proximité avec des personnes qui sont sensibilisées, qui sont conscientes aussi des problématiques potentielles qu'on peut rencontrer. Donc, on a cette importance-là de la sensibilisation. J'ai peut-être laissé la parole aussi du coup à Cécile Perry qui était présente lors de tout ce groupe de travail, qui a à la fois la casquette entreprise adhérente à FAS et puis la casquette aussi spécialiste sur ces questions-là, notamment sur le volet sensibilisation, puisqu'on a relevé l'intérêt de pratiquer des sensibilisations ludiques, etc., et que c'est un peu sa spécialité. Donc, je vais lui laisser la parole pour continuer, puis je reprendrai après pour la suite du groupe. Oui, bonjour à tous, merci Magali. Je suis une adhérente de FAS Grand Toulouse depuis l'année dernière, année de la création de mon entreprise Cécile Perry Conseil, qui est spécialisée dans la neurodiversité et qui propose effectivement de la sensibilisation, de la formation et de l'accompagnement sur la thématique de la neurodiversité et donc des troubles 10. J'ai suivi, comme vous le disiez Magali, l'ensemble des groupes de travail qui ont été proposés par FAS Grand Toulouse sur les troubles 10 en entreprise. Et en fait, le processus que nous avons suivi, je pense que c'est un processus qui est reproductible dans les entreprises qui souhaitent accueillir des personnes qui ont des troubles 10, c'est-à-dire que la première réunion a été consacrée à l'acculturation, de manière à ce que l'ensemble des participants, des nombreux participants à ces groupes de travail soient informés sur la réalité de ce que sont les troubles 10 et de leur diversité dans cette diversité. La présentation par les différentes associations qui avaient été réunies et qui ont donné des informations sur les conséquences dans l'emploi des troubles 10, dans leur aspect difficulté, mais aussi dans leur aspect atout, ce que vous avez souligné, c'est-à-dire qu'effectivement, la créativité, mais aussi toute la notion de performance et d'engagement des personnes qui sont concernées par les troubles 10, toutes ces informations ont été relayées lors de la première réunion et c'était très, très important. Ont été également abordés tous les dispositifs d'aide qui sont à disposition des entreprises au moment de l'intégration des personnes, de l'intégration des personnes 10 en entreprise. Comme vous le disiez, ces différents dispositifs sont peu, voire pas connus.
Et amener la connaissance sur ces dispositifs s'avère indispensable pour les entreprises. On a l'impression d'une multiplicité des dispositifs d'accompagnement, mais finalement, les entreprises ne les connaissent pas, ne les sollicitent pas, et finalement, on peut se retrouver avec des personnes en difficulté au moment de leur arrivée dans l'entreprise. Sur la deuxième réunion, effectivement, on a travaillé sur l'intégration dans l'entreprise. Et ce qui a été souligné et par les entreprises et par les personnes porteuses de troubles 10 qui étaient présentes et qui ont témoigné, c'était effectivement la difficulté de parler de leur trouble 10 au moment de l'entretien, au moment de l'intégration. Et les entreprises étaient demandeuses d'informations. Donc, je pense qu'effectivement, tout ce qui est sensibilisation et formation des entreprises est un enjeu de façon à amplifier l'intégration des porteurs de troubles 10 dans l'entreprise. Et pour les salariés concernés, c'est vrai que c'est quelque chose, comme vous le disiez, alors moi, je suis une ancienne de l'éducation nationale. J'ai bien vu la difficulté de passer, pour mes anciens élèves, de passer du statut d'élève accompagné pendant leur scolarité au statut de salarié pour lesquels on ne savait plus trop comment faire. Donc, cette difficulté d'en parler, souvent, c'est tu, ce qui implique une fatigabilité importante parce que les aménagements ne sont pas en place. Et on peut aller souvent sur des difficultés de type burn-out ou dépression si les choses ne sont pas prises en charge. Donc, il est important de pouvoir former sur le sujet et sensibiliser, former les collègues, former les RH, former les dirigeants et mettre de la communication. Donc, ce qui a été fortement relayé à ce moment-là, c'est de nouveau les dispositifs d'aide existants qui ne doivent pas se contenter d'être des dispositifs techniques, mais il faut aussi penser à tout ce qui est aménagement d'ordre organisationnel, d'aide humaine avec du mentorat, quelqu'un qui accompagne dans l'entreprise et la formation aussi des personnes concernées. On a parlé aussi beaucoup de communication. C'est là-dessus que la méthode Falk, facile à lire et à comprendre, a été abordée en disant qu'au moment de l'intégration, tout ce qui était implicite devait être évité. Et je pense que c'est un processus qui est bénéfique à tous. On a parlé d'accessibilité universelle, c'est-à-dire que le travail qu'on peut faire pour faciliter l'intégration des personnes qui ont un trouble 10, c'est aussi un travail qui facilite l'intégration de toute personne intégrant une entreprise. Donc, éviter l'implicite, c'est des choses qui sont revenues. Et sur la troisième réunion, on a parlé du maintien dans l'emploi. Et là, c'est la communication, le dialogue entre l'entreprise et les salariés qui a été fortement martelé avec cette nécessité d'accompagner régulièrement, d'autoriser la flexibilité, de penser l'accessibilité, de penser à la mise en place des adaptations et des compensations. Donc, moi, en conclusion, ce que j'ai retenu de ce groupe de travail, c'est déjà la diversité des participants qui a permis des mises en réseau. Donc, moi, j'ai pu ensuite travailler avec Cap Emploi Toulouse Nord-Est. Donc, c'était déjà un grand bénéfice. Donc, la connaissance des acteurs locaux, le fait qu'on affiche que des dispositifs existent et qu'il soit important de les relayer, de les mettre en évidence pour les utiliser. Le fait que les personnes qui ont des troubles 10 sont des gens qui ont des compétences, ça a été déjà dit, c'est pas, on ne recrute pas la personne parce qu'elle a un trouble 10, mais on la recrute parce qu'elle a des compétences avant tout. L'importance de mobiliser les possibles, de diffuser l'information. Et comme vous le disiez, Magali, gardez en tête que les aménagements, il peut y en avoir qui sont de l'ordre de l'accessibilité universelle utile à tous, mais qu'il y a aussi nécessité d'aller se pencher sur l'individualité et de proposer un aménagement vraiment conforme aux besoins du salarié concerné. Voilà, donc je remercie FAS et la région Occitanie de s'être mobilisée sur ce sujet. Merci beaucoup à Cécile pour ce retour et ce témoignage.
Effectivement, je voudrais juste revenir sur un petit point qui me semble particulièrement important, c'est qu'on parle souvent d'aménagement ou de compensation technique pour les postes de travail. Et en fait, il y a des compensations organisationnelles qui sont beaucoup plus faciles à mettre en place et qui peuvent être un atout véritable pour les personnes 10. On pense beaucoup à la flexibilité du temps de travail, au temps de pause. C'est important de faire des pauses pour éviter la fatigabilité qui est plus importante pour les personnes 10 qui sont sans arrêt en train de devoir s'adapter et de compenser. Donc, juste penser les 5 minutes de pause, de penser la flexibilité du temps de travail, de gérer l'organisation des tâches, de penser avec son manager, de voir les différentes tâches et de se dire sur cette période, c'est très chargé, on va essayer de trouver une autre organisation, une autre gestion. Cette compensation organisationnelle, elle est vraiment à mettre en avant et elle est souvent peu visible, peu rendue visible pour les entreprises. Donc voilà, il ne faut pas que penser le côté technique et aménagement de poste, mais aussi le volet humain, organisationnel, sur lequel la flexibilité peut jouer. Donc voilà, après, comme les autres clubs, les livrables, ils pourront vous être envoyés à l'issue du webinaire. Merci beaucoup Magali, merci beaucoup Madame pour ce témoignage très, très enrichissant. Maintenant, pour notre dernier focus, nous allons passer la parole à FAS Pays Catalan. Et j'en profite au nom de tous les collègues de FAS Occitanie pour remercier Margina Leroy et Méline Notte pour tout le travail de coordination qui a été fait pour la préparation de ce webinaire ce matin, mais aussi pour toute la coordination autour du projet face au handicap tout au long de l'année. Merci beaucoup et bravo. Et du coup, je ne sais pas si c'est Méline ou Margina qui prennent le relais. Je vais prendre le relais du coup. Donc, je m'appelle Méline Noté, je suis chargée de mission chez FAS et c'est moi qui ai coordonné cette action sur le territoire. Donc, nous avons décidé de traiter le sujet du handicap psychique. Donc, comment intégrer et maintenir en emploi les personnes en situation de handicap psychique, car on est parti d'un constat qu'on a partagé apparemment avec pas mal de clubs FAS sur l'invisibilité de certains handicaps, voire de la majorité des handicaps que l'on peut rencontrer. Et le fait qu'une personne sur 4 est susceptible au cours de sa vie de présenter un trouble psychique. Donc, à partir de là, on en a conclu que finalement, le handicap psychique, aussi invisible qu'il soit, était déjà présent un petit peu partout autour de nous et surtout en entreprise. Et on a profité, entre guillemets, du contexte sanitaire qui a mis en lumière le sujet de la santé mentale, qui a été pas mal promu depuis 2 ans auprès des entreprises pour développer leur politique RPS QVT. C'était un petit peu l'objectif de réunir ces deux constats-là. Donc l'objectif, il était très simple, c'était de proposer des solutions qui étaient accessibles pour majoritairement les TPE et PME qui représentent une grande force économique des territoires en France et qui n'ont pas forcément le temps de développer des politiques très poussées ou pas forcément les moyens aussi, que ce soit humains ou financiers. Donc le but, c'était vraiment de leur proposer des ressources et des solutions qui se veulent accessibles et facilement et qui sont faciles à mettre en place en fait finalement. Donc on a essayé de faire très simple et c'était assez intéressant de pouvoir voir des échanges entre des entreprises et des demandeurs d'emploi pour que chacun confronte un petit peu ses réalités et ses attentes et ses exigences. Et on avait aussi une structure un petit peu complètement experte en la matière qui va vous présenter le résultat de ce travail et qui va en profiter pour présenter aussi l'importance d'avoir des structures vraiment renseignées et ressources externes des entreprises pour promouvoir le handicap en entreprise. Bonjour, je ne sais pas si on nous entend.
On t'entend très bien. D'accord. Donc, bonjour, je suis Pierrick Cabrera, conseiller en insertion professionnelle au sein de Cohérence Réseau. Pour présenter rapidement Cohérence Réseau, on est une association qui existe depuis 2006 sur l'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des personnes qui présentent des troubles psychiques. Je vais faire rapide, on a peu de temps, mais tout d'abord, je voulais quand même remercier FAS Pays Catalan qui nous a mobilisés sur ce projet et avec qui on travaille depuis des années pour la sensibilisation des entreprises, mais également à l'accompagnement des personnes. Je salue donc l'équipe de FAS, je salue Madame Albaric, pardon aussi, on a eu l'occasion de se rencontrer. Donc, pour revenir sur cette étude, en fait, on a décidé avec Méline de monter un groupe de travail, donc avec des entreprises et des personnes que nous on accompagne qui présentent des troubles psychiques. On aurait voulu les faire témoigner aujourd'hui, mais bon, tant mieux d'un côté, elles sont soit en emploi, soit en formation, donc c'est plutôt positif, donc elles n'ont pas pu participer à ça. Moi, je vais juste revenir, il y a beaucoup de choses qui ont été dites durant le webinaire et surtout au début avec FAS-OD. Les troubles psychiques, c'est 450 millions de personnes dans le monde et une personne sur 4 qui présentera au cours de sa vie un trouble psychique. Donc, comme je dis, je laisse compter combien on est sur le webinaire. On y sera tous à un moment donné, alors peut-être pas nous directement, mais en tout cas, on aura soit un proche, soit nous-mêmes, on sera confronté au handicap psychique. Et je dirais encore plus maintenant, on a eu l'occasion aussi de faire un autre webinaire avec FAS, dû à la crise sanitaire quand même, qui a fragilisé, on le voit, la santé mentale des personnes. Donc c'est vrai que c'est un sujet à prendre et plus on en parle, mieux c'est. Et je trouve très bien aujourd'hui que plusieurs clubs FAS en parlent et qu'on puisse déstigmatiser un petit peu ce handicap. Voilà, ça c'est les chiffres. Après, c'est quelque chose concrètement dans les entreprises. C'est la première cause d'invalidité en France et depuis peu, c'est passé la première cause d'arrêt maladie de longue durée en France aussi. Donc ça, c'est souvent, nous, quand on intervient en entreprise, on aime bien le dire. On leur dit attention, pour vous, ça ne vous parle pas, qu'est-ce qu'est la santé mentale, qu'est-ce qu'est le handicap psychique, mais au fond, dans les entreprises, obligatoirement, ils y seront confrontés un jour ou l'autre. Donc voilà, ça c'est des chiffres concrets. Il y a beaucoup d'aménagements qui ont été parlés aussi avec FAS-OD. Moi, je vais juste revenir sur le guide qu'on a fait avec FAS Pays Catalan. J'aimerais juste dire que la mise en place d'aménagements pour les personnes en situation de handicap psychique, ça coûte 0 € à l'entreprise. C'est quand même important aujourd'hui. Pourquoi? Parce que sur certains handicaps, et c'est normal, on a un coût financier pour de l'aménagement, pour du matériel. Nous, le handicap psychique, c'est 0 €. Alors, quand je dis 0 €, c'est-à-dire qu'on va demander plutôt de l'aménagement humain. Donc, tout ce qui est humain, ça va être le management, un encadrement soutenant, du tutorat. Et même si ça coûte 0, on peut même avoir des aides de la GFIP pour pouvoir mettre en place ça. Excusez-moi, je coupe. Il y a ma directrice aussi, pardon, derrière, que je n'ai pas présentée, Marie-Christine Kay, donc, qui est la directrice de Cohérence Réseau. Ensuite, recruter une personne présentant un handicap psychique, c'est un acte fort de management à ce jour. Pourquoi? Parce qu'on en parle de plus en plus et nous, on est ravis. Comme je vous ai dit, l'association existe depuis 2006, donc Marie-Christine l'a montée et elle a dû pousser des portes qui étaient peut-être un peu plus difficiles à l'époque qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on commence à vraiment en parler. On commence à parler de notre approche aussi qui est le rétablissement. Donc, on accepte qu'une personne avec un handicap psychique puisse se rétablir et vivre tout à fait normalement. Il y a des outils qui se mettent en place. Moi, j'ai vu des psychiatres à ce jour parler dans des émissions grand public, comme Quotidien, des choses comme ça. Donc, intégrer ça dans une entreprise, pour moi, c'est un acte fort de management. Il y a aussi, nous on le voit en entreprise quand on intervient, puisqu'on fait des sensibilisations, où on accompagne des gens à l'emploi, un changement de vision des managers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les aménagements dont on va discuter
avec les équipes encadrantes, les managers ou les DRH, ben, en fait, c'est vraiment un changement de vision, c'est-à-dire qu'ils arrivent à le répercuter sur le reste de l'entreprise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est bénéfique pour tous les salariés de l'entreprise. Être bienveillant, apporter de la reconnaissance, avoir une écoute active, ben c'est bien pour les personnes qu'on accompagne, on est d'accord, hein, pour les personnes qui présentent un trouble psychique, mais c'est aussi bien pour tous les salariés. Et en fait, quand les managers ont intégré ça, ils arrivent plus facilement à mettre en place cette politique et cette vision. Voilà, que vous dire de plus? Oui, et ça c'est important aussi. Un accompagnement avec une structure comme Cohérence Réseau. Donc nous on accompagne, je le dis rapidement, mais à travers, j'en ai entendu parler, les prestations d'appui spécifiques handicap psychique sur les Pyrénées-Orientales de la GFIP. On a aussi d'autres marchés pour les bénéficiaires du RSA et depuis peu pour des salariés en chantier d'insertion entre autres. Un accompagnement avec une structure comme la nôtre, c'est 3 fois moins d'abandon que par les méthodes classiques. C'est-à-dire que on pourra en parler des heures, mais notre approche et notre vision du rétablissement permet de mettre en place une relation de partenariat et de confiance avec la personne qui présente sa fragilité, mais également avec les entreprises et centres de formation ainsi que le médical. Et donc, on s'est rendu compte, hein, c'est des chiffres qui existent, c'est vrai que je n'ai pas cité les sources, mais c'est l'approche de Boston, c'est 3 fois moins d'abandon sur les postes de travail. On a 75% de maintien en emploi après 3 ans de contrat. Donc par contre, ce qui est important de dire avec le handicap psychique aussi, je rajoute et j'appuie ce que disait Fassod tout à l'heure, c'est que nous, on a remarqué que c'est un accompagnement sur le long terme. Pourquoi? Parce que, à la différence d'autres handicaps, c'est un handicap variable, donc avec des hauts et des bas, faut le dire, hein, avec des moments où ça ira, d'autres qui iront moins bien. Pourquoi? Parce que c'est un handicap qui dépend complètement de l'environnement et que ça soit personnel et professionnel. Donc, pour donner un exemple concret, moi j'accompagne aujourd'hui un monsieur qui est agent de restauration en collectivité sur Perpignan, dans une cantine scolaire. Il a changé plusieurs fois de chef, il a changé plusieurs fois de collègues et chaque fois on s'est rendu compte que c'était toute une adaptation et un accompagnement spécifique par rapport à son handicap parce que c'était source de stress, parce qu'il faut tout le temps travailler. Donc c'est un monsieur que j'accompagne là depuis 5 ans quand même. Et c'est pas rien, on voit que l'accompagnement sur le long terme à le handicap psychique est important. Voilà, j'ai fait le plus rapide que vous pouvez. Après, on est disponible pour des questions et pour échanger sur ce sujet avec grand plaisir. Merci Pierrick pour ces quelques précisions. Et pour terminer, j'aimerais faire intervenir Marjolaine Nafouti, donc, de l'entreprise Vectalia, qui a participé au groupe de travail et j'aimerais qu'elle nous apporte un petit peu sa vision surtout de cette démarche, un groupe de travail et ses bénéfices pour l'entreprise. Et un autre sujet qui est pas mal revenu de ta part, c'est la création de sens au travail dans l'intégration et l'inclusion de divers publics. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Marjolaine Nafouti, je suis DRH et je suis active chez FAS depuis plus de 2 ans maintenant. Sur ce groupe de travail, c'est vrai que ce qui était très intéressant, c'est, comme vous l'avez compris, il y avait vraiment différents acteurs, à la fois des gens qui accompagnent, à la fois des entreprises, mais aussi des personnes concernées directement. Et ça a permis vraiment d'avoir un échange constructif parce qu'on se rend compte que, enfin vous le savez tous, mais chaque participant et chaque partie prenante a sa vision des choses et c'est important de les confronter. Effectivement, on a fait le guide et rapidement, on a parlé des idées reçues parce que les idées reçues fausses sont vraiment un frein pour l'inclusion des personnes en handicap psychique. Et on a beaucoup échangé là-dessus en se rendant compte que c'était vraiment un manque d'information dans la majorité des cas et pour la plupart des entreprises. Donc ça, c'était très intéressant, je pense, de confronter ces points de vue de la part de tous, mais comment l'aborder
en entreprise, quels moyens on pourrait mettre en place aussi pour justement sensibiliser à ces idées reçues, donc le guide, hein, effectivement le guide qu'on a établi, mais aussi en général avec la formation des entreprises, l'intervention auprès de chefs d'entreprise, etc. On a beaucoup échangé là-dessus. Et donc, c'est pour ça que le guide, on l'a voulu très pratique et à destination de tous. Donc, j'espère que ce guide, s'il peut lever certains freins auprès de certaines personnes, ce sera très utile. Et après, on a aussi, comme le disait Méline, abordé le fait de l'expérience positive pour les collaborateurs, mais aussi pour l'entreprise, de ce type de démarche et de l'inclusion. Parce que vous le savez tous dans ce webinaire, je vais l'apprendre à personne, mais c'est vrai que parfois les entreprises ou les publics par des idées reçues n'ont pas conscience que ça peut être quelque chose de très positif en fin de compte, et que quand une expérience est réussie, c'est très fédérateur pour l'ensemble des collaborateurs, et en termes d'image interne ou externe, c'est vraiment positif. Et ça, on en a discuté. D'ailleurs, on a eu des exemples avec une des entreprises qui a participé avec nous au groupe de travail. Et ça, je pense que c'est vraiment important à mettre en avant parce que c'est malheureusement peut-être pas assez connu, mais ça peut vraiment être fédérateur dans les entreprises quand les intégrations sont réussies et que tout le monde est sensibilisé. En espérant pouvoir inspirer d'autres personnes et d'autres entreprises pour être dans une bonne dynamique positive. Voilà ce que je peux en dire et remercier Méline et Pierrick qui sont là aujourd'hui. Merci beaucoup Marjolaine. Donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour du sujet et puis on va s'arrêter là pour rentrer au maximum dans le timing qui était prévu. C'est la partie questions qui nous attend maintenant, c'est ça? Oui, tout à fait. Avant peut-être de voir un peu les questions qui commencent à arriver sur le chat, est-ce que certains et certaines veulent prendre la parole pour les exposer à l'oral, si c'est plus facile? N'hésitez pas. Je crois que celles qui étaient arrivées dans le chat au fur et à mesure, finalement, ont été traitées. Si on en a oublié, oui, n'hésitez pas. Oui. Il y en a une sur le GFLUC. Comme tu les connais bien, c'était au tout début sur justement, est-ce qu'ils sont présents, est-ce qu'ils sont actifs dans tous les départements? A priori, ils sont Languedoc-Roussillon. Est-ce que, donc, ça veut dire que tous les départements aussi Occitanie-Est, en tout cas, peuvent oui, les solliciter. Après, il y a des antennes du GFLUC. Enfin, le GFLUC est une organisation nationale qui a des antennes de partout, donc y compris, s'il y a besoin d'intervention sur l'Est de l'Occitanie, c'est aussi tout à fait envisageable, peut-être en passant par le niveau national s'il n'y a pas de relais local. Tout ça vous sera adressé du coup dans les livrables. Bien. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je transmets le bâton de parole à Gaëlle qui nous a préparé un chouette résumé, une chouette synthèse de nos échanges. Et Madame Sellari, on vous demandera si vous voulez conclure. À l'issue, Monsieur Brun, je crois, a dû nous quitter. Alors, en conclusion, nous, on retiendrait ça va être très vite, 3 phrases. La première, chaque personne est unique et a des besoins spécifiques. La deuxième, c'est en entreprise, on parle compétences et surtout, on se parle, on échange, on s'informe ensemble. Et troisièmement, l'entreprise n'est pas toute seule. Il y a de nombreux acteurs sur les territoires, publics ou privés, experts de l'accompagnement, experts des différents types de handicap, et qui sont là. L'entreprise doit s'entourer pour pouvoir faire avancer cette question de la diversité en son sein.
Et on espère en tout cas avec ce webinaire que Face Occitanie, les webinaires, les groupes de travail en 2021 et le webinaire d'aujourd'hui et les livrables qui vont suivre, avoir participé à rendre plus visible et lisible justement cette diversité et cette richesse sur les territoires des acteurs qui peuvent accompagner l'entreprise. Et donc je passe la parole à Madame Sellari, c'est ça, pour le mot de la fin. Si vous voulez bien, Madame Sellari. Alors, je ne sais pas si peut-être votre micro qui est coupé. Ah oui, non, je n'avais pas mon micro devant moi. Oui, donc je disais, le mot de la fin, vous mettez une grosse pression. Donc, pour les personnes qui n'étaient pas là au début, je me suis présentée rapidement. Je suis chargée de mission handicap à la région Occitanie. Donc, écoutez, ça a été, j'ai participé à quelques webinaires. Moi, qui ont été organisés par des FAS, mais pas par. J'ai pas pu participer à tous. En tout cas, voilà, le bilan là ce matin, ça a été très enrichissant. Comme le disait Monsieur Brun en début de webinaire, la région Occitanie, on est vraiment sur le maître mot, c'est l'inclusion et l'insertion, l'accompagnement des personnes en situation de handicap dans le monde de l'emploi. Donc, l'accompagnement que la région a pu vous faire pour la mise en place de ces groupes de travail, on espère que les livrables pourront être essaimés à l'ensemble de l'Occitanie. Donc, je tenais à vous remercier de cette invitation ce matin, de cette présentation. Moi, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et j'en ai appris beaucoup avec vous ce matin. Donc, voilà, je vais terminer là pour ma part. Vous remercier au nom de la région Occitanie et vous dire à bientôt. Merci beaucoup pour ce mot de conclusion. Est-ce que d'autres personnes souhaitent s'exprimer? Sinon, oui, je voudrais m'exprimer en tant qu'administrateur. Je voyais Michel. Voilà. Je suis revenu, je vous ai écouté toute la journée. J'ai suivi, j'ai participé en Aveyron à ce qui s'est passé. Je voulais féliciter tout ce qui a été fait parce que c'était vraiment du super travail par toutes les équipes de Face Occitanie. Bravo à vous. Hein. Ça a été super bien fait. Sur l'Aveyron, ça a été bien fait aussi, puisque j'ai participé. Je le sais un peu plus sur les autres départements, mais je sais que c'était partout pareil. Mais là où je vous félicite beaucoup, c'est que vous avez fédéré, bien sûr, tout le monde sur l'Occitanie et tous ces organismes qui ne se connaissent pas toujours, qui se croisent et qui travaillent dans le même domaine. Et ça, je crois que c'est un rôle aussi que l'on a. Et c'est super aussi de travailler avec la région, que je remercie par sa présence. C'est grâce à vous aussi qu'on peut faire ça, parce que les financeurs, c'est important. Mais je crois qu'il y a un gros travail qui a été fait par vous. Alors, je vous félicite, bien sûr. Mon président n'est pas là, notre président n'est pas là, mais il l'aurait fait à ma place. Donc, bravo à tous et il faut continuer ce combat, parce que c'est un gros combat de l'emploi et du handicap, et dans d'autres domaines aussi. Bravo pour la Fondation Agir contre l'exclusion. Voilà, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Comme indiqué, nous vous adresserons les livrables des différents territoires et puis le replay également de cette matinée. Un grand merci et bonne journée à toutes et tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci, bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.